Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection internationale. Collection internationale. Dirigée par Denis Rolland, Joël Chassin et Françoise Dekowski. Cette collection a pour vocation de présenter les études les plus récentes sur les institutions, les politiques publiques et les forces politiques et culturelles à l'œuvre aujourd'hui. Au croisement des disciplines juridiques, des sciences politiques, des relations internationales, de l'histoire et de l'anthropologie, elle se propose, dans une perspective pluridisciplinaire, d'éclairer les enjeux de la scène mondiale et européenne. Série générale, dernière parution. Daniel Granada da Silva Ferreira, pratique de la capoeira en France et au Royaume-Uni, 2015. Patrick Howlettmartin, la coopération médicale de Cuba. L'altruisme récompensé, 2015. Maria Teresa Gutiérrez HACES, la continentalisation du Mexique et du Canada dans l'Amérique du Nord. Les voisins du voisin, 2015. Éric Dichary, théâtre, résidence d'artistes, médiation et territoire, 2014. Catherine Durandin et Cécile Folschweiller, Alerte en Europe, la guerre dans les Balkans, 1942 à 1913, 2014. Estelle Poitvin, l'Europe, une affaire intérieure ? Ce qui change en Europe, 2014. Juliette Maffre, la légalisation du mariage homosexuel en Argentine, 2014. Pierre-Philippe Berson, Sous le soleil de Chavez. Enquête sur le Venezuela d'Hugo Chavez, 2014. Mathieu Crétenant, le rôle de la presse dans la construction de la paix, le cas du conflit basque, 2014. Pierre Journoux, la guerre de Corée et ses enjeux stratégiques de 1950 à nos jours, 2014. Philippe Saunier, politique de la comptabilité publique, 2014. Laurent Borzillo, la Bundeswehr. De la pertinence des réformes à l'aune des opérations extérieures, 2014. Jean-Yves Paraiso, la perception de la théologie latino-américaine de la libération en République fédérale d'Allemagne. L'exemple du cercle d'études Église et libération, 1973 à 1978, 2013. Édouard Boinet, hydropolitique du fleuve Sénégal. Limites et perspectives d'un modèle de coopération, 2013. Éric Dichary, l'écologie de l'éducation. Un anthropologue à l'école du bertsularisme en Pays basque, 2013. Sébastien Barrere, les États-Unis face au franquisme. 1936 à 1956, la croisée des chemins, 2013. Marc Pave, la pêche côtière en France, 1715 à 1850. Approche sociale et environnementale, 2013. Marianne Guillemin, femmes officiers de communication dans l'armée de terre. Le parcours des combattantes, 2013. Préface. Prêtre originaire de Colombie, Salim Tobias a été quelque temps chargé de mission dans les services de communication du Conseil épiscopal latino-américain, avant de rejoindre en 2003 l'équipe sacerdotale de la paroisse Notre-Dame de Lourdes à New York. Située dans le quartier de Washington Heights, cette paroisse, l'une des plus importantes de la ville, est spécialement dédiée à l'accueil des immigrés venus de Saint-Domingue. Salim Tobias y reste 2 années avant de rejoindre la France où il décide de suivre, en même temps que les cours du Centre Sèvres, les séminaires de l'École pratique des hautes études. Son dessein de faire une thèse le portait initialement vers l'exégèse des premiers textes chrétiens. Il opte finalement pour la sociologie, en me demandant de l'accompagner. Le choix du sujet s'est fait sans réelle difficulté. Salim Tobias éprouvait l'envie de travailler sur le sort des immigrés, en se demandant comment, dans la situation de déracinement où les place l'installation dans une terre étrangère, ils peuvent se reconstruire une cohérence d'existence. 2 conversations ont suffi pour l'entraîner, de nouveau, de l'autre côté de l'Atlantique, auprès des paroissiens de Notre-Dame de Lourdes, avec lesquels il maintenait, à la faveur de voyages fréquents aux États-Unis, une relation d'étroite proximité. Son doctorat serait consacré à l'étude de l'intégration de cette population immigrée dans une société dont elle ne connaît au départ ni la langue ni les habitudes culturelles. Salim Tobias se donne pour ce faire un questionnement précis. Comment l'institution catholique intervient-elle dans ce processus d'incorporation ? L'étude, menée sur 4 années,
s'appuie sur une profusion de données venues de plusieurs sources. Elle rassemble des documents écrits, constitués par les archives de la paroisse Notre-Dame, ses journaux internes, ses registres de baptême, de mariage, d'obsèques, auxquels s'ajoute toute une série d'écrits venus des archives du diocèse de New York. Mais la richesse de l'enquête procède surtout d'une longue présence de l'auteur sur le terrain, au cœur même de la population étudiée, ce qui lui a permis de réaliser une observation ethnographique de grande profondeur et de passer quelques 150 entretiens, en ciblant les pratiques et les croyances religieuses des paroissiens, mais aussi, plus largement, leurs attitudes sociales. On défend souvent l'idée, telle est notamment l'une des thèses de Jay Dolan, que la communauté hispanique, à laquelle les dominicains se rattachent dans la nomenclature administrative américaine, est aux États-Unis, non seulement en raison de son nombre, elle constitue 17% de la population globale, avec en son sein plus de 70% de catholiques, mais aussi de son investissement, un foyer de développement pour l'Église romaine. Sans récuser cette analyse, Salim Tobias déplace la focale. Plutôt que de s'intéresser aux dynamiques de l'institution, il s'arrête sur l'évolution des individus. Sa thèse vient alimenter le paradigme de la perte. Si l'on s'en tient à la population de Notre-Dame, on relève, explique-t-il, que les dominicains s'éloignent de l'appartenance catholique à mesure que s'opère, avec le soutien de l'institution ecclésiale, leur incorporation à la société américaine. Le processus de détachement ne se repère pas sur la durée d'une simple vie d'homme, mais sur 2 ou 3 générations. La première génération s'installe aux États-Unis portée par un modèle spécifique de catholicisme. Son contenu baroque, avec sa forte dévotion à la Vierge Marie, s'articule, de manière syncrétique, à des croyances héritées du vaudou et du curandrismo, agencées quant à lui autour de la croyance dans les chamans guérisseurs. Ce tropisme ne s'efface pas immédiatement, en raison tout bonnement du transnationalisme. Les primo-arrivants en effet, demeurent un temps dans une double inscription spatiale. Ils sont simultanément ici en Amérique et là-bas encore à Saint-Domingue. Leur lien avec le pays d'origine se maintient par le truchement de séjours parfois, de communications téléphoniques ou Internet souvent, ou plus simplement, par le travail sans cesse réactivé de la mémoire. Salim Tobias ajoute que la paroisse ne fait pas obstacle à ces formes de religion populaire. Ces prêtres, influencés pour certains d'entre eux, par la théologie du métissage de Virgilio Elizondo, font volontiers droit à l'exubérance de leurs nouveaux paroissiens. Donnant la messe en langue espagnole, ils accompagnent les processions, encouragent la piété mariale et, sans les approuver, ne condamnent pas expressément les pratiques afro-caribéennes de leurs fidèles. Cette ligne a partie liée avec la politique de l'archevêché de New York, qui rappelle, elle aussi, la nécessité de se montrer accueillant à l'égard des traditions baroques des populations hispaniques nouvellement installées, tout en insistant sur la nécessité de les réguler. De là vient que pour les dominicains ainsi jetés dans la complexité américaine, la paroisse puisse, dans l'entre-soi communautaire qu'elle définit, faire figure de lieu refuge. Cette configuration pourrait déboucher sur un enfermement culturel. Il n'en va pas ainsi. En fait, la paroisse constitue une structure d'entrée dans le Nouveau Monde. Selon une tradition bien établie dans le catholicisme américain, elle met à disposition de ses membres des services éducatifs et sociaux qui leur permettent d'apprendre la langue anglaise, d'intérioriser les codes de la culture américaine, de ne pas se perdre dans le maillage administratif de la ville de New York. Mais l'acculturation se fait aussi sur le terrain religieux. Rejoignant l'analyse de Peggy Levitt à propos de l'enclave dominicaine de Boston, Salim Tobias souligne que le contact avec les prêtres de la paroisse, dans un contexte qui n'est plus celui de Saint-Domingue, conduit les immigrants à atténuer progressivement leurs pratiques les plus exotiques, celles du vaudou notamment. Le processus est engagé avec la première génération. Il se renforce puissamment avec la deuxième. Celle-ci, qui parle davantage l'anglais que l'espagnol, maintient le lien avec certains des rituels proposés par la paroisse, lors notamment des grandes fêtes du calendrier liturgique. Il reste que Notre-Dame n'est plus pour les individus de cette génération, qui a acquis la nationalité américaine et qui souvent ne réside plus à Washington Heights, qu'un lieu de passage, et non plus, comme pour leurs parents, un univers social total. La troisième génération confirme l'exit. Elle ne paraît même plus aux cérémonies de Notre-Dame. Sa vie religieuse se redéploie. Salim Tobias décrit à cet égard
les itinéraires pluriels de cette génération qui font signe ensemble vers une universalisation, ou une américanisation des existences, en rupture avec l'enracinement ethnique de la première phase. Certains, peu nombreux semble-t-il, s'insèrent dans d'autres paroisses catholiques, non homogènes culturellement, où ils abandonnent les reliquats de religion baroque que le moment antérieur portait encore. D'autres brisent le lien avec les groupements religieux, entrant dans un processus très européen de sécularisation. Les derniers s'installent dans le protestantisme, non point il est vrai dans son courant mainstream, épiscopalin, presbytérien, luthérien, mais dans sa famille pentecôtiste. Salim Tobias propose alors une sociologie de la conversion. Sur le fondement des entretiens qu'il a réalisés, il souligne que l'adhésion au pentecôtisme est l'indice d'un dessein d'intégration à la société américaine, même si cette adhésion s'exprime du côté de la religiosité des lower classes, et en reconduisant certaines pratiques effervescentes que les générations précédentes avaient pour une part déjà mises en œuvre dans le cadre du catholicisme. Il serait fort utile de compléter l'analyse en s'interrogeant sur les trajectoires sociales, type de diplôme, type d'emploi, qui conduisent à élire telle ou telle option. L'enquête de Salim Tobias constitue une contribution importante à la connaissance de la religion des immigrés aux États-Unis. De son enquête localisée, on retirera 3 apports essentiels. Le premier concerne les structures de la vie religieuse. On a tendance, à partir de notre vision européenne, à attacher le fonctionnement de l'Église catholique à un modèle hiérarchisé, pyramidal et uniformisant. Salim Tobias nous permet de remiser cette idée reçue. L'enquête à Notre-Dame nous confronte à un modèle de type congrégationnel, semblable à celui qui s'est imposé partout aux États-Unis, en raison, dit-on parfois, du deux establishment. La vie religieuse se construit ici dans le cadre d'une association volontaire, socialement homogène, avec une forte implication des laïcs, articulée de surcroît à toute une série de services sociaux qui viennent suppléer l'action de l'État. Ce schéma d'organisation fait droit, du fait de son caractère communautaire, à l'ethnicité de ceux dont il met en forme les pratiques. Le deuxième apport touche aux mutations de l'éthos religieux. Les paroisses hispaniques sont nombreuses et dynamiques aux États-Unis. Elles participent très largement au renouvellement du catholicisme américain, qu'on repère aussi sur d'autres terrains, notamment sur le terrain intellectuel. On oublie souvent cependant que ces paroisses ne laissent pas le croire dans sa configuration initiale. L'enquête ici présentée n'a pas cette limitation. Elle révèle qu'à l'intérieur même de ces enclos s'opère par un effet du travail des prêtres, un processus progressif de dissociation du religieux et de l'ethnie. Ce passage à l'universel ne vise pas certes à abolir totalement les traits de la religion première, mais à l'évider de ses aspects les plus hétérodoxes pour la rendre compatible avec la communauté de sens portée par l'Église américaine. Le troisième apport regarde les fonctions de l'adhésion religieuse. L'ouvrage revient sur le débat, lancé par l'école de Chicago, notamment par Robert Park, sur le lien entre intégration religieuse et intégration sociale. Salim Tobias tranche l'affaire. Il souligne clairement que l'appartenance confessionnelle, en tout cas catholique, car il n'en va pas de même pour toutes les dénominations, n'est nullement un obstacle à l'incorporation à la société américaine. Elle la facilite même, en permettant aux immigrants de trouver refuge, respectabilité et ressources, et de recevoir les codes d'accès au monde nouveau où ils vont faire souche. Comme tant d'autres paroisses, la paroisse Notre-Dame est bien une porte d'entrée dans la grande société, au point d'ailleurs de perdre ceux qu'elle a socialisés. Samuel Huntington a il y a peu défendu l'idée suivant laquelle le transnationalisme des populations hispaniques rendait impossible leur assimilation. Cet ouvrage lui apporte donc un puissant démenti. C'est sans doute d'ailleurs sa plus forte leçon. L'intégration sociale doit s'analyser, non pas selon la formule du tout ou rien, mais comme un mouvement progressif dans lequel le maintien du lien à l'origine est la condition d'une ouverture à l'universel. Philippe Portier, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, Paris-Sorbonne. Introduction. En ce qui concerne le rapport entre la religion et l'immigration hispanique dominicaine aux États-Unis, les chercheurs ont trop souvent minimisé le rôle que joue la paroisse catholique comme à la fois un lieu de refuge et un vecteur de transformation de la culture dominicaine dans la société américaine. En se proposant d'examiner les transformations dans les pratiques et les comportements religieux des 3 générations de dominicains,
ce livre entend stimuler à sa manière cet espace de la recherche. Le terme hispanique, incorporé dans le recensement aux États-Unis depuis 1970 comme définissant une catégorie ethnique, désigne une vaste catégorie de personnes dont les ressortissants des pays latino-américains, leurs descendants, les citoyens des États-Unis nés à Porto Rico, et enfin les ressortissants espagnols. Depuis, le terme latino, apparu pour la première fois lors du recensement fédéral de 2000 et renvoyant par ailleurs exactement aux mêmes populations, est devenu le terme le plus utilisé. Ces ethnonymes hispaniques latinos englobent donc un sens général qui n'implique pas seulement la langue espagnole, mais également la culture et l'origine ethnique. En ce sens, si un latino parle anglais ou portugais, il n'en demeure pas moins considéré comme un hispanique, car même s'il n'a jamais appris l'espagnol, il est stéréotypé par sa peau métissée et par sa religion catholique. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les États-Unis ont vu se développer une nouvelle vague d'immigration issue des divers pays de l'Amérique latine. Si l'on en croit les chiffres du Census Bureau de 2010, la population américaine atteindrait 439 millions d'habitants en 2050. Le nombre d'hispaniques aux États-Unis continuera à augmenter et atteindra, selon leurs prévisions, 130 millions d'âmes, soit 30% de la population totale. L'explosion du nombre d'hispaniques séjournant sur le sol américain a été si rapide, en partie grâce à leur fort taux de natalité et à une immigration importante, que cette tranche de la population a détrôné les Afro-Américains de leur position de première minorité, alors qu'ils ne représentaient que 4% de la population américaine en 1960. Le recensement de 2010 a établi que la population hispanique avait enregistré une augmentation de 43% en 10 ans, atteignant 50,5 millions d'individus, soit 15 millions de plus qu'en 2000. Ils représentent 16% des 308,7 millions d'habitants aux États-Unis. Une part substantielle de la croissance hispanique aux États-Unis, en particulier ces 10 dernières années, provient de l'immigration illégale. Bien qu'il n'y ait pas de chiffres précis, les démographes spécialistes de l'immigration estiment que la population migrante illégale non recensée aux États-Unis est comprise entre 9 et 10 millions d'individus. On pense qu'environ 60% viennent du Mexique. La plus grande partie de cette population vit dans les États de Californie, Texas, Floride, New York, Arizona, Illinois, Géorgie, New Jersey et Caroline du Nord. L'afflux des immigrés hispaniques est en train de transformer l'Église catholique nord-américaine. En effet, ce rassemblement constitue le groupe ethnique le plus important devant les Italiens, les Polonais, les Irlandais, etc. D'après Pew Research Center, on estime à 75 380 000 le nombre de catholiques vivant aux États-Unis, soit 24% de la population totale. Aujourd'hui, les hispaniques ou latinos représentent plus de 34% de la totalité des catholiques des États-Unis. Depuis 1960, ils ont contribué à hauteur de 70% à la croissance de l'Église catholique, et plus de 50% de tous les catholiques américains de moins de 25 ans sont d'origine hispano-latino. Plus des 2/3, 68% d'entre eux se considèrent comme des catholiques romains. En 2050, on estime que 85% des catholiques du pays seront hispaniques. Grâce à la langue espagnole, les hispaniques se regroupent dans des barrios, des quartiers, des municipalités voire des comtés. Ils s'y organisent, appuyés professionnellement et officiellement par des associations dont la plupart sont d'inspiration religieuse, ou par des réseaux informels, politiques, sociaux, artistiques, professionnels. D'autre part, les hispaniques ont leurs propres médias, Telemundo, CNN en espagnol ou Univision. Ceux-ci ont leur siège à Miami ou à Los Angeles, et possèdent un réseau d'antennes locales dans presque tous les États. Progressivement, la culture et les leaders économiques et politiques hispaniques deviennent partie intégrante du mainstream, et font même partie de l'élite dans certains États. Depuis le début des années 1970, la Conférence épiscopale des États-Unis, USCCB, a attiré l'attention sur cette présence croissante de l'immigration hispanique et son impact à long terme au sein de l'Église et de la société nord-américaine. Pour les évêques catholiques, l'avenir de l'Église catholique aux États-Unis est irréversiblement lié à celui de la communauté hispanique,
et la question de son immigration est intimement liée à celle de son intégration et de son assimilation progressive dans l'Église et dans la société. Comme les autres vagues d'immigration européenne, cette présence devra s'accorder avec le mode de vie nord-américain et les défis d'une société hypermoderne. Cela suppose un temps de réorganisation et de reconfiguration de la structure ecclésiale elle-même, dans le but de mettre en place une organisation pastorale d'intégration, dans laquelle la paroisse apparaît comme l'un des lieux de responsabilité directe. Il est difficile de présenter les hispaniques vivant aux États-Unis comme un groupe démographique homogène. Il serait donc nécessaire d'exposer la nature de cette hétérogénéité et les caractéristiques de chacune de ses composantes. Il existe à l'heure actuelle une multiplicité de livres et de recherches ayant mis l'accent sur cette réflexion. Il m'a semblé plus méthodologique de situer mon propos dans l'exploration des comportements religieux des immigrants hispaniques catholiques dominicains installés dans la paroisse Notre-Dame de Lourdes, dans le quartier de Washington Heights à New York, qui ont su établir un certain équilibre entre leur catholicisme et la culture américaine. Depuis la réforme des lois d'immigration aux États-Unis en 1965, le sous-groupe des hispaniques dominicains a constitué un élément important du flux des nouveaux immigrants aux États-Unis. Il se situe dans ce que Saskia Sasson appelle la géoéconomia des migrations, une sorte d'expansion économique et militaire postcoloniale des États-Unis dans les Caraïbes. La montée en flèche du nombre de Dominicains, principalement dans le grand centre urbain de New York, a créé de nouvelles communautés catholiques ethniques. Les 1 414 703 de Dominicains américains résidant aux États-Unis représentent aujourd'hui la 5e plus grande population latino-américaine après les Mexicains, les Portoricains, les Cubains et les Salvadoriens. Ils sont non seulement actifs dans la vie religieuse new-yorkaise, mais ils sont engagés dans une grande partie des réseaux transnationaux, familiaux, économiques, politiques, entre les États-Unis et leur pays d'origine. À titre d'exemple, il y avait officiellement 13 293 Dominicains à New York en 1960. 10 ans plus tard, ils étaient 66 914 et en 1990, plus de 330 000, leur population s'y chiffrant aujourd'hui à 674 787 et se trouvant fortement concentrés dans le barrio de Washington Heights à Manhattan, où ils composent une communauté ethnique majoritairement catholique. Ils y ont constitué des paroisses, espaces de transition à partir desquels ils se sont progressivement intégrés à la société américaine. Parmi celles-ci, nous nous intéresserons à celle de Notre-Dame de Lourdes. Quel est l'avenir de ces immigrants dominicains, sur les plans culturels et religieux? D'importants travaux scientifiques ont été publiés sur les migrations des Dominicains. Selon José Itzigson, la majorité d'entre eux offrent 3 perspectives différentes. La perspective classique est caractérisée par l'étude de la migration dominicaine comme une vague de main-d'œuvre principalement non qualifiée. Un processus de migration encouragé par les élites politiques des États-Unis et la République dominicaine, comme un moyen de renforcer la sécurité face aux troubles sociaux et à l'instabilité politique. Plusieurs études sur la migration dominicaine ont mentionné cette stratégie géopolitique, visant à perpétuer une stabilité pro-USA. La politique étrangère des États-Unis envers les Caraïbes s'est concentrée sur la nécessité d'éviter un nouveau style de régime cubain castriste. Dans le cadre de cette stratégie militaire, les États-Unis ont envahi la République dominicaine en 1965. D'autres études se concentrent sur les conditions de travail des Dominicains qui subissent, à leur arrivée aux États-Unis, des désavantages significatifs en termes d'emploi et de rémunération par rapport aux natifs. Ils sont plus accablés que les autres immigrés par les maux qu'ils ont en commun, soit le chômage, la pauvreté, l'absence de protection médicale, un taux élevé de décrochage scolaire. La deuxième perspective se concentre plus spécifiquement sur l'étude de la communauté dominicaine en tant qu'enclave ethnique aux États-Unis, principalement à New York. Cela peut s'expliquer par l'expérience que les Dominicains ont vécue de l'ethnicité comme une catégorisation imposée, et de nature bien différente à ce que l'on observe en République dominicaine. En d'autres termes, on n'est pas noir ou blanc aux États-Unis comme on peut l'être en République dominicaine. Le système dominant de la classification raciale aux États-Unis avait mis l'accent de manière générale
sur une division entre blancs et non-blancs découlant de la règle de l'hypodescente qui considère certains groupes humains comme dominants ou supérieurs, et d'autres comme subordonnés ou inférieurs. Elle justifie clairement ce fait, en postulant que les personnes de descendance blanche se trouvent au sommet, les Asiatiques au milieu et les Noirs à la base du tableau. Cependant, encore récemment, les politiques du gouvernement aux États-Unis ont permis la reconnaissance d'une identité ethnique multiraciale. Dans le système dominicain de classification raciale, comme le montre David Howard, la distinction principale est fonction du degré de noirceur de la peau. La plus noire est réservée au type haïtien. Les Dominicains utilisent pour se désigner eux-mêmes différents termes comme mulatto ou mulâtre, trigueño, châtain clair, jabao, descendance mixte blanc et mulâtre. Toutes désignent des catégories intermédiaires entre le noir et le blanc. Certaines recherches se sont intéressées à la façon dont les Dominicains s'identifient eux-mêmes lorsqu'ils sont confrontés à une société américaine qui les perçoit, globalement, comme afro-américains. Roré Duani soutient que l'identification des immigrants dominicains oscille entre l'identité hispanique, qui est une forme d'identité panethnicity, pan-ethnique dans le système de stratification raciale américaine, et la conscience de leur origine dominicaine. Enfin, la troisième perspective qui s'est développée ces dernières années porte plus précisément sur l'étude du transnationalisme. Des chercheurs tels que Alejandro Porte et Luis Guarnizo, entre autres, étendent le concept de transnationalisme à tout Dominicain qui participe de façon relativement soutenue à la vie économique, politique et sociale de sa nation d'origine, tout en s'intégrant de façon plus ou moins complète à son pays d'adoption. Si cette définition ne fait pas l'unanimité, certains objectant que le phénomène n'est pas nouveau, Porte estime que le transnationalisme a acquis une régularité et une intensité inédites. Auparavant plutôt exceptionnel, ce concept permet aujourd'hui une nouvelle perspective de recherche dans le champ des migrations. Il s'agit d'un nouveau travail de réflexion analytique, dans un contexte de mondialisation où les migrants sont à présent des citoyens du monde. Selon Peggy Levitt, la plupart des approches théoriques du transnationalisme se concentrent sur les activités économiques et politiques, et n'accordent qu'un intérêt relatif à la vie religieuse des immigrants. Elle explore le transnationalisme religieux des Dominicains dans une perspective de diaspora et de globalisation. Levitt considère que l'Église catholique est un bon exemple d'organisation religieuse transnationale, renforçant les liens culturels, religieux, financiers ou politiques de ces immigrants avec leur pays d'origine. L'Église, en tant qu'institution internationale, tolère le pluralisme religieux en encourageant les liens transnationaux. Nous n'intégrons cette approche dans notre étude qu'avec modération. Elle est claire en ce qui concerne les pratiques transnationales des Dominicains de la première génération, qu'elles soient culturelles, économiques ou religieuses. Elle l'est moins lorsque l'on envisage l'immigration comme une rupture pour la première génération, et un processus d'assimilation pour la deuxième et la troisième. Ces deux générations ne sont pas susceptibles de suivre ces pratiques transnationales. Le transnationalisme migratoire religieux n'est pas un trait caractéristique unique de l'expérience des Dominicains, et n'est pas non plus un phénomène nouveau aux États-Unis. En fait, des études réalisées précédemment par Peggy Levitt, Nina Glick-Schiller et d'autres confirment que des immigrants européens, comme les Irlandais et les Italiens, demeuraient engagés dans ces pratiques transfrontalières. Toutefois, la proximité géographique, l'évolution technologique réduisant les coûts et le temps consacré à la communication et au voyage, constituent une nouveauté chez les Dominicains par rapport à l'immigration européenne. Ces études s'inspirent des recherches produites par l'école de Chicago entre 1910 et 1960, qui ont constitué les bases d'une sociologie fonctionnaliste dominée en grande partie par les premiers travaux réalisés par Thomas et Znaniecki, Handlin et Herberg. Ces auteurs ont initié une ligne de recherche concernant l'influence de la religion sur les générations précédentes d'immigrants aux États-Unis. Pour étudier comment les membres de groupes raciaux et ethniques devenaient une partie d'un groupe dominant, Thomas et Znaniecki, mettant en place une méthodologie socio-psychologique, se sont intéressés à l'organisation, la désorganisation, puis la réorganisation de ces immigrés transplantés dans un autre contexte social, économique et culturel.
Celles-ci décrivent le processus de formation par lequel les immigrés réinventent une identité nouvelle, métissée, hybride, autour de valeurs et de pratiques de leur pays d'origine comme la langue, la religion et les relations communautaires, transposées à l'intérieur même de la société américaine. Cette reconstruction sociale communautaire constitue, pour ces auteurs, une période nécessaire à l'assimilation. Oscar Handlin et Will Herberg affirment que la religion joue un rôle majeur dans la vie des immigrants. Selon Oscar Handlin, les convictions religieuses peuvent s'affaiblir ou au contraire soutenir l'insertion des immigrants, leur fournissant un réconfort moral au sein de la nouvelle société. La religion peut être négative ou positive, en assurant ce passage difficile entre deux mondes. Herberg s'intéresse à l'influence de la religion dans la vie de différentes générations d'immigrants. Il montre également le rôle des institutions religieuses, qu'il s'agisse de synagogues, de mosquées, de paroisses catholiques ou protestantes, dans l'assimilation des immigrants. Selon eux, ces institutions renforcent la solidarité ethnique, procurent des services sociaux et d'éducation, aidant les immigrants à réussir socialement et professionnellement dans la société d'accueil. M'appuyant sur certains résultats de ces recherches sociologiques antérieures, je tente d'apporter de nouveaux éléments selon des problématiques différentes. Les catholiques dominicains, en particulier ceux de la première génération, sont encore porteurs d'un catholicisme social baroque, hérité du colonialisme espagnol. Il est enraciné dans la ruralité et fondé sur des pratiques de religiosité populaire. Celle-ci se nourrit d'un syncrétisme religieux, résultat du contact entre les missionnaires catholiques, les Indiens et les esclaves africains. Ces croyances et pratiques religieuses marquées par des dévotions de piété individuelle et collective, procession de vierges, de saints patrons, prosternation devant des représentations sacrées, allumage de cierges, sont liées géographiquement à un village, à une région ou à la nation de la République dominicaine. Elles fusionnent souvent avec des pratiques rituelles indigènes et africaines telles que la sorcellerie, le spiritisme, le curandérisme, le curandero égale le guérisseur, la santeria, le vaudou. Les rituels syncrétiques des saints, des vierges, des orishas sont invoqués pour soigner une maladie, demander de l'argent ou écarter les mauvais esprits. Cette religion populaire tente de se accent aigu articulé dans l'uniformité administrative religieuse qu'est la paroisse de Notre-Dame de Lourdes, objet de notre étude. Aux États-Unis, ces pratiques de religiosité populaire expriment un caractère simplement ethnique de la foi, sans fortifier l'aspect solidaire des croyants. La pratique religieuse implique normalement la participation régulière aux offices religieux et la contribution financière à la paroisse. Les hispaniques attendent principalement de la paroisse qu'elle réponde à leurs besoins sociaux et spirituels. Fort est le choc culturel entre un catholicisme blanc, éduqué, riche, bien intégré, plus respectueux de la discipline romaine et ce catholicisme de pauvres, métissés, peu éduqués, plutôt rejetés, attirés par cette religiosité populaire émotionnelle. L'Église catholique aux États-Unis a connu de grandes difficultés à intégrer au sein de ses propres communautés des fidèles immigrants culturellement différents, généralement de faible niveau éducatif, en outre, socialement marginalisés en raison de leur statut socio-économique. L'Église américaine est consciente qu'il n'est pas souhaitable de revenir au modèle d'exclusion des paroisses ethniques mini-nationales du XIXe siècle. Dans ce système, les personnes d'un groupe ethnique seraient servies pastoralement dans une paroisse, l'accent étant mis sur leur langue et la cohésion du groupe. Aussi, de nombreux besoins culturels ont été abordés progressivement. La présence des paroisses ethniques actualise les anciens débats autour du processus d'assimilation du catholicisme au siècle dernier. L'Église catholique américaine, paradoxalement, est mise au défi de relire la trajectoire de sa propre intégration à l'univers culturel, politique et social des États-Unis. Se présenter comme membre ethnique hispanique et catholique de la vie sociale, comme citoyen actif dans le processus de construction de la société états-unienne, ne va pas de soi. L'Église avait abandonné ce type de structure paroissiale pour des raisons pratiques. L'affaiblissement des stratégies pastorales, la forte identification des immigrants avec des pratiques d'un catholicisme archaïque propre à leur communauté paroissiale de village, le déclin continu des prêtres et des ressources économiques, le vieillissement des bâtiments et l'hypothèse selon laquelle les paroisses nationales mènent à une fragmentation ecclésiale. Au XIXe siècle,
la principale préoccupation de la hiérarchie ecclésiastique a été l'accueil et l'assimilation de ces vagues d'immigration venues d'Europe. Alors, quelle différence y a-t-il avec l'immigration dominicaine? Nous pouvons relever 6 facteurs qui, selon la recherche, illustrent cette différence. 1. La nature transnationale de la communauté. Celle-ci maintient un contact permanent avec les coutumes de son pays d'origine, ce qui n'était pas le cas des précédentes vagues de migration. Aussi, les immigrants sont moins susceptibles d'être assimilés rapidement dans la culture dominante. 2. La mobilité de ces populations à l'intérieur même des États-Unis s'explique par la nécessité de trouver de meilleures possibilités économiques. 3. La prévalence de la langue espagnole s'intensifie par le flux continu de nouveaux immigrants, réguliers ou irréguliers. 4. Le stéréotype sur la distinction des hispaniques, fondé sur la couleur de leur peau. Il n'est pas surprenant de voir une assimilation plus rapide des membres des familles hispaniques de race blanche. 5. La dynamique de l'évangélisation change depuis Vatican II. 6. La persistance de la religiosité populaire a constitué un moyen de résistance face à la pression assimilationniste. En effet, la tension pastorale qui se manifeste au sein même de l'Église est constituée notamment du face-à-face permanent entre ceux qui proposent l'assimilation du catholicisme dominicain et ceux qui proposent de l'enraciner dans une culture ethnique. Ces derniers considèrent que les assimilationnistes tendent à favoriser la mise en œuvre de toutes les activités pastorales en anglais, engageant en outre des anglo-saxons n'ayant que peu ou pas de compétences en intercommunication interculturelle. Selon eux, l'assimilation fait des hispaniques des groupes subalternes souvent assimilés dans des positions marginales. Pour permettre l'intégration des dominicains, la paroisse leur offre ses structures existantes et un environnement adéquat pour préserver leur identité ethnique, ainsi qu'une religiosité populaire partagée, pour reprendre les mots de Stuart Hall, c'est-à-dire une sorte de véritable moi religieux collectif. La paroisse apporte également aux hispaniques dominicains des éléments culturels et symboliques pour leur transformation, favorisant leur intégration et leur assimilation progressive à la société américaine. Elle leur fournit des services sociaux, des cours d'anglais, d'éducation civique, etc. Elle leur donne des éléments pour faciliter leur entrée sur le marché du travail de New York. Un changement qui, selon Ebo, Warner et Whitner, s'effectue suivant la situation sociale, économique, politique et culturelle, ainsi que l'expérience individuelle religieuse. Le monde religieux de New York est très vivant et dynamique. En effet, il se caractérise par la coexistence d'une pluralité de traditions religieuses. C'est dans ce contexte que l'Église tente de donner aux catholiques dominicains un terme de transition culturelle, de façon à ce qu'ils puissent trouver des conditions d'intégration au mainstream nord-américain conformes à leurs attentes. Mais cette pluralité religieuse devient pour certains également un marketing, qui, à cause du relativisme de la foi, stimule les besoins des consommateurs dominicains. Ce qui se manifeste comme problématique au sein de l'Église, c'est que plus ces immigrants dominicains sont assimilés dans la société américaine, plus leurs croyances religieuses populaires s'en trouvent modifiées et moins ils s'identifient comme catholiques. Ils ont tendance à se détacher institutionnellement de l'Église catholique, soit en se déplaçant vers le pentecôtisme, soit en s'éloignant de la pratique religieuse, voire de la religion elle-même. L'arrivée de nouveaux immigrants dominicains de la première génération contribue à maintenir le nombre total des fidèles de la paroisse. Le grand nombre de catholiques hispaniques supposés se convertir aux confessions protestantes a poussé les chercheurs à explorer ce phénomène. Andrew Greeley et Alan Deck ont suggéré que les hispaniques quittaient l'Église catholique à des taux surprenants et alarmants. Greeley a ainsi estimé qu'environ 60 000 catholiques hispaniques s'étaient convertis chaque année à des confessions protestantes. Il a indiqué que l'Église catholique n'avait pas réussi à atteindre les hispaniques à faible revenu, et que les sectes protestantes et évangéliques utilisaient leur enthousiasme comme élément essentiel de leur ministère. Alan Deck explique la diminution du nombre de fidèles catholiques en particulier par le prosélytisme pentecôtiste, qui s'attaque aux quartiers catholiques hispaniques. Il justifie également cette diminution par 2 facteurs supplémentaires.
le manque d'apostolat des prêtres hispaniques et l'attraction émotionnelle et affective qui caractérise la pratique de la religiosité des hispaniques, qui ne sont pas satisfaits par l'Église catholique des États-Unis. Larry Hunt a également identifié des facteurs socio-démographiques permettant de prédire les différences entre l'appartenance catholique hispanique et d'autres affiliations, en particulier pentecôtistes, apparemment en augmentation. Espinoza, Elizondo et Miranda notent que les hispaniques des deuxième et troisième générations sont plus susceptibles que leurs homologues de la première génération de s'identifier en tant que protestants. La source majeure de divergence au sein des générations se trouve dans la deuxième génération. Je divise celle-ci en deux catégories. Les enfants nés en République dominicaine immigrant aux États-Unis dont les parents sont nés également en République dominicaine, et ceux nés aux États-Unis dont les parents sont nés en République dominicaine. Il est manifeste que la deuxième génération ressent et perçoit le religieux d'une manière différente de la génération précédente. Chez eux, la pratique religieuse n'est pas très largement répandue. La révolte religieuse des jeunes qui ont une double culture trouve sa source dans leur recherche d'identité par un processus d'émancipation familière, y compris religieuse, de la culture dominante et d'autres figures d'autorité. Selon certaines recherches, l'ethnicité intervient directement dans la construction de l'identité religieuse des adolescents puisque ces jeunes sont confrontés dès l'enfance à deux codes religieux catholiques différents, celui du catholicisme américain où ils peuvent continuer à souffrir d'un statut marginal et celui de la famille. Les valeurs religieuses de proximité et d'interdépendance familiale sont fortement prédominantes. Le séjour trop long dans leur quartier les rend souvent affectivement incapables de s'éloigner de leur famille et de se confronter au monde anglo-saxon, individualiste, compétitif, dans lequel ils doivent généralement faire face à un refus discriminatoire qui prend l'apparence d'une indifférence. La troisième génération des dominicains est plus à l'aise en Amérique. Le taux de scolarisation parmi les catholiques dominicains de cette génération est beaucoup plus élevé que pour les précédentes, et ils sont plus assimilés socialement dans les formes américaines du pluralisme religieux. Bien que cela reste à l'heure actuelle difficile à prouver, nous ne voyons pas chez la troisième génération d'intention de maintenir les perspectives religieuses catholiques de leurs parents. Quelle est la logistique structurelle et doctrinale que l'institution catholique met en place pour les immigrés dominicains et leurs enfants, de façon à inscrire leurs expériences de vie dans une nouvelle société ? Comment est-elle affectée par la présence de ces immigrants catholiques dominicains, qui ont apporté leurs propres attentes et leurs propres coutumes religieuses ? Comment ces immigrants dominicains sont-ils affectés culturellement par leur contact avec l'Église et la société américaine ? À partir de ces questions, nous avons adopté l'hypothèse que la capacité de défier la société américaine à la lumière de leurs pratiques religieuses pouvait être l'une des influences majeures des dominicains sur le catholicisme aux États-Unis. Cependant, les modifications des comportements religieux des croyants dominicains se transforment et se diversifient également, dans l'Église et au contact de la culture dominante nord-américaine. L'Église Notre-Dame de Lourdes a été choisie pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'elle est l'une des plus grandes églises de New York à être fréquentée par les hispaniques dominicains, et qu'elle fournit ainsi un bon échantillon. Deuxièmement, parce qu'elle possède une communauté forte d'immigrants de première génération, faible de seconde et très faible de troisième, ce qui permet de tirer des conclusions sur la dynamique de l'interaction entre les 3 générations. Troisièmement, elle a été un centre pratique de recherche étant donné ma présence permanente. Bien entendu, ce qui est écrit ici pourrait également être vu à partir de ma propre histoire d'immigrant vécu en Italie, aux États-Unis et en France. Le poisson de Jonas pourrait représenter un aspect de mon expérience, car j'ai vécu dans le ventre de cette baleine. Pour reconstruire soigneusement les représentations et les expériences d'une communauté paroissiale, il n'y a pas de meilleur moyen que les témoignages. Des témoins divers par l'âge, la génération migratoire, des adultes de la première génération et de la deuxième, nés en République dominicaine et aux États-Unis. Nous avons interrogé également des prêtres, un évêque et des pasteurs protestants. Il convient de garder à l'esprit que la majorité des paroissiens de Notre-Dame de Lourdes provient de la première génération. Cette remarque est importante pour bien comprendre le processus de sécularisation chez les dominicains,
en particulier si nous tenons compte du fait que la moyenne d'âge entre eux dans le quartier est située entre 25 et 30 ans, deuxième et troisième génération, et que leur participation au service de la paroisse est minimale. Le décryptage des témoignages nous a permis de recueillir un maximum d'informations que nous traduisons tout au long de notre étude, accompagnées de nos commentaires. Les dominicains catholiques et pentecôtistes peuvent parler des heures durant pour nous fournir des informations. Pour eux, une réponse développe une histoire. Leurs histoires ont beaucoup en commun. Les immigrants relatent les mêmes épisodes de souffrance, de miracles, de guérison, de problèmes de famille, de quartier. Ils expriment leur besoin d'être écoutés ainsi que leur besoin de reconnaissance. Bien qu'il soit difficile de trouver un fil conducteur dans leur discours, cela ne signifie pas que leur récit ne soit pas sérieux ou sans intérêt. Nous avons donc pris le plus de notes possible, et essayé d'articuler celles-ci avec nos souvenirs afin de reconstruire chaque entretien. Cependant, il a été nécessaire de faire un choix. Nous avons pris le parti de présenter une quantité définie de matériaux récoltés, que nous avons traduits en français, et qui représentent de façon équilibrée les niveaux d'implication religieuse, sociale et culturelle des personnes interrogées. Les témoignages ont été traduits selon la méthode de la double traduction. Le problème de la traduction dans la recherche interculturelle est de grande envergure. Le procédé de traduction des témoignages en français peut imposer un autre schéma conceptuel. Il y a un risque de forcer l'expérience du monde des dominicains. Cependant, nous considérons que la relation symbiotique entre le langage et leurs expériences socio-religieuses signifie que la langue n'est pas seulement une barrière à la recherche interculturelle, mais constitue également une ressource essentielle pour la comprendre. Dans la phase d'analyse, la traduction en français, la compréhension des délibérations, des dilemmes et des décisions, sont des éléments essentiels de la recherche qualitative. Pour présenter l'objectif assigné à ce livre, j'ai organisé ce travail en 3 parties. La première, intitulée Les enracinements d'une foi, Migration catholique à New York, a pour objectif de situer dans un contexte historique et social les formes et les pratiques de participation et d'implication des immigrants dans l'Église catholique new-yorkaise. Nous considérons en particulier celle des Européens, des Hispaniques et plus précisément encore, celle des Dominicains. La deuxième partie, qui a pour titre Intégration des catholiques dominicains dans la société civile et dans l'Église américaine, vise à comprendre l'influence de la modernité américaine sur l'identité catholique dominicaine et le rôle transnational important que joue l'Église catholique comme source de cohésion sociale. Enfin, dans la troisième et dernière partie de ce travail, le détachement institutionnel de la foi catholique chez les hispaniques dominicains, nous mettons en perspective les nouvelles et puissantes forces socioculturelles, politiques et religieuses qui altèrent une véritable rencontre avec leurs anciens mondes. Première partie, les enracinements d'une foi, migration catholique à New York. Chapitre 1, les catholiques à New York, de la persécution à la puissance. Le catholicisme a été façonné principalement par la combinaison de 3 faits importants. 1. La résistance à l'anticatholicisme. Le catholicisme aux États-Unis a été une religion minoritaire dans un pays à majorité protestante. Cela explique que celui-ci a été traité dans ce pays comme une secte. Cependant, ce conflit religieux a été modéré par l'influence très libérale de la Constitution américaine. C'est pourquoi le catholicisme s'est imposé progressivement. 2. Le catholicisme américain s'est développé grâce aux diverses vagues massives d'immigration des catholiques de différents pays européens. Ces nouveaux immigrants se sont généralement organisés dans le cadre des paroisses nationales. Tout en gardant leur allégeance catholique ethnique, ils se sont fusionnés en un seul groupe catholique américain. Le catholicisme aux États-Unis a toujours eu à vivre avec la difficulté entre l'obéissance à Rome et le patriotisme américain. En conséquence, les catholiques américains ont toujours été sous la contrainte de prouver leur observance de la religion civile américaine. Pour y parvenir, l'Église catholique américaine est devenue de plus en plus américaine. 3. Le catholicisme américain s'est transformé progressivement par les vagues d'immigration de catholiques provenant d'Amérique centrale, du Sud et des Caraïbes. Anticatholicisme à New York.
Lorsque le catholicisme a été importé en Amérique du Nord au XVIe et XVIIe siècle, il était profondément enraciné dans l'histoire et la culture européenne. Il s'agissait là de la culture qui avait façonné l'âme du catholicisme pendant tant de siècles. En Amérique du Nord, la tradition européenne du catholicisme, tant ses doctrines que ses pratiques, entre en interaction avec des traditions et des cultures différentes. Un tel changement engendre souvent des tensions parmi ceux qui hésitent à renoncer à l'interaction. Il a engendré des tensions et des conflits dans le statu quo du système américain qui a persisté jusqu'à nos jours. À l'arrivée des premiers Européens, la région de la baie de New York était peuplée depuis plusieurs siècles par des Amérindiens des groupes des Algonquins et des Iroquois. Le navigateur florentin Giovanni da Verrazzano fut le premier Européen, à la fin de 1523, à découvrir le site de ce qui serait la future ville de New York, qu'il baptisa Nouvelle-Angoulême en l'honneur de François Ier, ex-duc d'Angoulême, qui avait financé son voyage. En 1609, Henry Hudson, un navigateur anglais au service des Hollandais, redécouvre la baie de New York et découvre un fleuve auquel il donnera son nom. New York est appelée Nouvelle-Néerlande. La religion dominante y est l'Église réformée d'Amsterdam. Au cours de la période coloniale, la présence des catholiques à New York était faible et intermittente. Le début de la présence catholique remonte à 1642, lorsque des missionnaires jésuites du Canada français tentèrent d'évangéliser la confédération iroquoise dans l'État de New York. 3 de ces missionnaires sont morts en martyrs, René Goupil en 1642, Isaac Jogues et Jean de Lalande en 1646. Isaac Jogues était un prêtre, les 2 autres étaient des laïcs bénévoles. Ils furent canonisés avec les autres martyrs d'Amérique du Nord en 1930. En dépit de leurs efforts héroïques, cependant, les missionnaires français n'ont converti que peu d'Iroquois. Une exception notable fut Kateri Tekakwitha, né en 1656 dans l'actuelle Auriéville, le lieu du martyre des 3 missionnaires français, baptisée le dimanche de Pâques 1676. Elle est décédée au Canada 4 ans plus tard et fut béatifiée en 1980. Isaac Jogues fut le premier prêtre arrivé à New York. Après son évasion, il était captif des Iroquois à l'aide des Hollandais en 1643. Il passa un mois dans la petite colonie qu'était encore la Nouvelle-Amsterdam. Au cours des premières années s'y trouvaient des Hollandais, des Anglais, des Wallons parlant français ainsi qu'une variété d'Européens. Si la colonie comptait alors moins de 500 personnes, Jogues a indiqué qu'elle était déjà un centre cosmopolite, où 18 langues étaient parlées. Toutefois, il n'y recensa que 2 catholiques, un Irlandais et une femme portugaise. En 1664, James, le duc d'York, le futur Jacques II reçut le contrôle de la Nouvelle-Amsterdam. La colonie fut rebaptisée New York. Après un bref retour sous la domination hollandaise, de 1673 à 1674, New York demeura une propriété coloniale jusqu'à la montée sur le trône de Jacques II en 1685. Entre 1685 et 1691, la ville devint une colonie royale. Sous la domination anglaise, la colonie connaît une croissance démographique significative, due en grande partie à sa position géographique. New York se développe progressivement grâce au commerce et devient l'un des principaux ports maritimes au cours des dernières années de la domination anglaise. Le premier recensement de la province est effectué en 1698, par un décret du gouverneur Bellomont. La population provinciale était alors de 18 067 habitants, dont plus d'un quart, 4 937 personnes, résidaient à New York. Entre 1607 et 1775, avant que le Second Congrès continental n'adopte la Déclaration d'indépendance américaine du 4 juillet 1776 ainsi que les articles de la Confédération pendant la Révolution américaine, l'anticatholicisme était un élément solidement ancré dans la vie politique et culturelle des colonies britanniques d'Amérique du Nord. Les chercheurs le plus souvent cités sur l'histoire catholique américaine, tels que J. Dolan et John Tracy Ellis, considèrent en général que l'anticatholicisme dans le monde anglo-saxon du XVIIe et du XVIIIe siècle a été un phénomène transatlantique. 2 types d'anticatholicisme se sont incarnés dans la société coloniale. Le premier trouve ses racines dans des divisions religieuses qui avaient secoué l'Europe au début du XVIe siècle.
issu en particulier de l'héritage de la Réforme qui a suivi en Angleterre la rupture entre Henri VIII et Rome, en 1533. Le second est fondé sur la croyance que les catholiques pourraient en tout temps établir leur domination, afin de mettre en place le despotisme médiéval dans le monde entier. Ces historiens considèrent la persécution coloniale catholique et l'apparition du nativisme de 1830 à 1860 comme deux événements illustrant une période durant laquelle les catholiques furent quasiment ignorés, socialement et politiquement, au sein de la nouvelle nation. Ils font valoir que la relation entre catholiques et protestants au cours de la période coloniale a défini le visage public de l'Église catholique en Amérique du Nord. L'anticatholicisme, selon l'historien du nativisme Ray Billington, a constitué un phénomène idéologique. En effet, la littérature anticatholique coloniale se fonde sur une logique rationnelle. Celle-ci était caractérisée par le préjugé que le catholicisme était devenu, pour la plupart des gens d'origine anglaise, un symbole du passé et éventuellement, un vestige d'une vision du monde alors perçue comme dépassée et obsolète. Il existait la conviction que le catholicisme était considéré comme intolérant, et que les catholiques étaient des idolâtres qui invoquaient l'intercession des anges, des saints, de la Vierge Marie et qui vénéraient des reliques, etc. D'autre part, la fidélité des catholiques au pape avait renforcé l'idée d'une domination romaine dans le territoire anglophone par les barbares catholiques. Le pape représentait pour les antipapistes la tyrannie, l'homme du péché, et un usurpateur du pouvoir civil prophétisé par le livre de la Révélation. L'anticatholicisme a joué un rôle central dans le développement de la pensée politique des premiers colons hollandais et anglais dans la colonie de New York, où les idées anticatholiques au sujet de Rome et de la papatie s'étaient solidement installées. Une brève exception s'est produite après 1674, lorsque la colonie passa sous le contrôle du duc d'York, un converti au catholicisme qui monta sur le trône d'Angleterre sous le règne de Jacques II en 1685. La diversité religieuse de la province de New York est reportée dès 1678 par le gouverneur Edmund Andros, 1674 à 1681. There are religions of all sorts, one church for England, several Presbyterian and Independents, Quaker and Anabaptist of several sects, some Jews but Presbyterian and Independents most numerous and substantial. Ni les Hollandais, ni les autorités coloniales anglaises n'ont tout à fait assimilé la nomination du colonel catholique d'origine irlandaise Thomas Dongan, qui fut gouverneur de 1683 à 1688 et dirigea l'Assemblée coloniale. Celui-ci délivra une charte des libertés et privilèges, en attribuant la tolérance religieuse à tous les chrétiens, mais cette situation prit fin brutalement avec la Révolution de 1688 en Angleterre et le renversement de Jacques II. L'anticatholique Jacob Leisler propage la rumeur d'un complot orchestré par les papistes, et de fausses rumeurs au sujet d'une attaque imminente française et indienne sur les colonies anglaises. Il affirme que les catholiques de la colonie de New York seraient complices. Favorisé par le sentiment anti-romain, il avait renversé Dongan et repris le poste de lieutenant-gouverneur de la colonie de New York. Il mit en place un régime populiste visant non seulement à éliminer l'influence catholique de New York, mais aussi à refuser toutes les libertés individuelles religieuses et politiques aux catholiques. Le catholicisme fut de nouveau interdit à New York. En 1696, le maire de New York a annoncé qu'il n'y avait que 10 catholiques dans la ville. En 1700, une loi interdit la présence de prêtres catholiques, sous peine d'emprisonnement à perpétuité. En 1709, dans l'État de New York, les jésuites français abandonnent leur mission chez les Iroquois. Dans la plupart des cas, l'Église catholique avait été proscrite, et la loi draconienne de 1700 prescrivait la prison perpétuelle pour les jésuites et les papistes. Ce fort préjugé anticatholique a persisté jusqu'à la période du gouvernement fédéral. Par la suite, la vie catholique dans la colonie est devenue pratiquement inanimée. Les catholiques durent lutter pour trouver un endroit dans la ville de New York, dominée par la présence protestante. Jusqu'à la Révolution américaine, le clergé catholique était en effet mis à l'écart par la colonie. La nouvelle Constitution de 1777 mit fin à cette exclusion, mais maintint l'interdiction opposée aux catholiques nés à l'étranger de devenir citoyens et de prendre part à l'administration publique.
Cette loi n'a été abrogée qu'en 1806. Après l'indépendance, et même pendant la période qualifiée de porte ouverte, Open Door, 1776 à 1881, si l'admission des immigrants et les modalités de leur participation à la société américaine ne firent jamais l'objet d'un consensus total, aucune restriction n'entravait leur entrée sur le territoire. Concernant les catholiques, rien de coercitif ne concernait leur processus d'américanisation, et ils étaient libres de maintenir leurs racines ethniques, en particulier chez eux ou dans leur communauté locale. Mais pour aider à la mise en œuvre du processus d'américanisation, on tient compte de leur capacité à développer l'éthique protestante du travail. Le bon immigrant est identifié par le hard work, travail dur, et le respect de la loi et des traditions du pays. Il y eut le sentiment d'une immigration réussie pour les immigrants d'origine européenne et leurs descendants, qui avaient intégré leurs coutumes de nouveaux arrivants, leur langue, leur religion, leurs conditions sociales. Rappelons que la notion d'américanisation est apparue de manière générale, au sujet des immigrants mettant en cause l'ordre existant de ce qui signifie être américain. Mais que signifie être américain ? Cette question revient constamment dans l'esprit des auteurs qui cherchent de façon unanime à cerner l'identité nationale américaine. Le mot même d'américain reste un nouveau nom et un concept presque totalement indéfini, et très controversé. L'Amérique, baptisée par Amerigo Vespucci, est aussi un vaste continent, une multiplicité linguistique et culturelle. Bien que l'américanisation et l'intégration soient des aspects intrinsèques de la tradition américaine de la tolérance, l'explication et l'interprétation de la véritable signification de ces phénomènes de style américain sont assez complexes, en raison des différentes vagues d'immigration. Un des différents aspects de la religion et de la culture politique américaine, qu'a influencé de façon directe le développement générationnel du catholicisme américain et baroque des hispaniques, est le principe de la liberté religieuse, inscrit dans le Bill of Rights, qui vient s'ajouter en 1791 à la Constitution de la République des États-Unis adoptée 4 ans plus tôt. Il exprime les droits fondamentaux, les valeurs de respect, de dialogue et de tolérance du pays, où tous les citoyens ont à vivre ensemble. Le premier article du Bill of Rights interdit au Congrès de voter une loi visant à instaurer une religion officielle, ou à en interdire le libre exercice. Par cette clause dite d'instauration, le catholicisme se voit non seulement protégé contre les persécutions ou encore contre l'imposition d'une religion particulière par le pouvoir politique, mais il a la possibilité sans contrainte de construire un réseau structurel de temples à effet de pratiques cultuelles. Le Bill of Rights de 1791 tient compte du pluralisme religieux, une réalité aux États-Unis dès l'indépendance des 13 colonies originelles. Mais ce pluralisme impose une nouvelle façon de concevoir l'Amérique, en s'appuyant sur la reconnaissance par l'État des principales cultures et religions qui existent socialement. Nous y reviendrons dans la deuxième partie. Développement et assimilation du catholicisme à New York. Lorsque l'on évoque l'Église catholique de New York, ce qui vient généralement à l'esprit est la cathédrale et le prestige de Saint Patrick. Mais il y a 2 diocèses dans la ville. L'archidiocèse de New York, qui intègre Manhattan, le Bronx et Staten Island ainsi que 7 comtés hors de la ville, et le diocèse de Brooklyn, composé de Brooklyn et du Queens. Ces 2 diocèses diffèrent dans la circonscription par leur caractère. L'archidiocèse est plus riche, et les prélats irlandais ont dominé la hiérarchie centrale. Le diocèse de Brooklyn donne l'impression d'une plus grande sobriété, et la représentation italienne occupe une position notable dans sa hiérarchie. La population catholique de New York en 1785 a été estimée approximativement à 1500 fidèles. En 1815, il n'y avait qu'environ 16 000 catholiques à New York, soit 1/8 de la population de la ville. L'expansion du catholicisme est étroitement liée à la vague d'immigrants au XIXe siècle. De 1830 à 1870, 400 000 catholiques s'installèrent à New York, venus en majorité d'Allemagne et d'Irlande. La plupart de ces immigrants voulaient s'installer pour des raisons économiques. Les historiens de la société américaine, comme Fuchs et Lacorne, consacrent une très large place au phénomène du regroupement des immigrants par groupe ethnique à partir de la fin du XIXe siècle et des premières décennies du XXe siècle.
Les États-Unis ont vu se développer une immigration de masse en provenance notamment d'Écosse, d'Irlande, d'Italie, des Pays-Bas et d'Allemagne. Les nouveaux arrivants de chacun de ces pays rejoignaient leurs compatriotes installés depuis plus longtemps dans certains quartiers des grandes villes, qu'ils occupaient souvent en majorité. Ces rassemblements facilitaient de plusieurs façons leur installation en terre américaine. L'immigration catholique à New York, qui à l'origine était irlandaise, se développe après la mise en place de la République américaine en tant que société essentiellement anglo-saxonne protestante. Ainsi, la religion catholique, tout en restant minoritaire, ne devient pas seulement une religion d'immigrants, mais une religion immigrante arrivant dans une culture qui, pour un certain nombre de raisons socio-historiques, s'y est montrée antipathique. Par conséquent, cette religion d'immigrants a été confrontée au dilemme de devenir américaine pour survivre dans la nouvelle société, et de rester suffisamment catholique pour maintenir sa fidélité à la foi dans le monde entier catholique romain. C'est cette vision du catholicisme qui continue de dominer le contexte catholique américain à l'heure actuelle, qu'il soit conservateur ou libéral. Le catholicisme anglo-américain est enraciné dans l'expérience des catholiques du Maryland du XVIIIe siècle. Ces gens étaient vraiment anglais, ils étaient aussi catholiques, encore imprégnés de la culture de modernité de la Grande-Bretagne diffusée par le biais de son système juridique, l'essor du commerce, l'industrie et son idéologie relativement démocratique. Même quand la vague immense d'immigration de la classe ouvrière ou paysanne a commencé à augmenter, les hiérarchies de l'Église catholique américaine ont maintenu leur spécificité anglo-américaine. Ces catholiques ont lutté tout au long du XIXe siècle pour acquérir une reconnaissance et un statut dans un pays majoritairement protestant. Le développement de l'Église américaine est vu essentiellement comme un processus d'acculturation. Les grands thèmes de l'histoire catholique américaine peuvent être décrits comme une bataille entre deux groupes, ceux qui défendent et ceux qui sont contre l'américanisation du catholicisme. Ce conflit est enraciné dans la dialectique constante entre un modèle du catholicisme romain et un modèle américain. L'américanisation suppose que le catholicisme lui-même s'assimile à un modèle de vie, de consommation, de comportement, de culture ou de pensée. Cela présuppose, d'une part, que l'Église catholique des États-Unis serait constituée d'une civilisation propre, distincte de celle de Rome dont elle est issue, et d'autre part qu'elle servirait de miroir pour définir le catholicisme universel. La question soulevée est de savoir si la religion catholique peut être accent aigu interprétée à partir de l'expérience d'un pays neuf et libéral. Un débat similaire se pose au XXe et XXIe siècle avec les immigrants hispaniques. Les tentatives de rapprochement entre ces différentes traditions religieuses constitue un élément important de la relation entre le catholicisme et la culture américaine. Le XIXe siècle est un temps de disparition progressive de la violence religieuse entre protestants et catholiques. Un élément qui permet la civilisation des deux groupes religieux est le premier amendement de la Constitution adopté en 1791 par le premier Congrès des États-Unis, portant sur la liberté religieuse. Il permit aussi à l'Église américaine de s'organiser dans le cadre des diocèses, au nombre d'une cinquantaine vers 1860, tout en déployant les organismes de concertation, synodes provinciaux dont le premier se tint en 1829, et synodes nationaux qui se réunissaient traditionnellement à Baltimore. Dans cet espace, l'Église vit la première arrivée en masse d'immigrants catholiques aux États-Unis, inspirant les premières velléités sérieuses de nativisme. Ce courant allait revêtir une antipathie forte envers les immigrés en général, ainsi que la peur du catholicisme et une aversion pour les Irlandais. En particulier dans les décennies qui précédèrent la guerre de sécession, 1861-1865, ce nativisme mit en fluctuation un puissant mouvement et même un parti politique, celui des No-Nothings, dont le programme reposait sur l'hostilité à l'immigration et au catholicisme. Les Irlandais arrivèrent en grand nombre vers 1850, pour fuir la maladie de la pomme de terre qui frappait leur île. Une immigration mal intégrée, jeune, vivant dans les conditions les plus défavorisées. Certains des plus pauvres habitaient dans le quartier des Five Points, situé dans le sud de Manhattan à New York. Ils résidaient dans les sous-sols, dans des caves ou dans des appartements d'une seule pièce, privés de lumière naturelle et de ventilation et souvent inondés par les égouts.
En outre, les immigrés irlandais contractaient souvent des maladies mentales, habituellement compliquées par l'alcoolisme. Il s'agissait d'une immigration peu spécialisée, qui allait fournir une main-d'œuvre productrice bon marché sous contrat, augmentant le marché intérieur. En 1850, 26% de la population de la ville de New York, 133 000 sur 513 000 habitants, étaient nés en Irlande. Ces immigrants irlandais parlaient anglais et pratiquaient la religion catholique. Ce catholicisme préoccupait les nativistes qui se posaient la question de la fidélité des catholiques irlandais, liés à l'Église de Rome dans une république démocratique. Se nourrissant de rumeurs extravagantes, pour reprendre les mots de Dennis Lacorne, les nativistes déclenchèrent une attaque soutenue anti-immigrés, anti-ethnique et anti-religieuse contre les immigrés irlandais. Lyman Beecher, pasteur presbytérien de l'Ohio, devint un leader de la lutte contre le catholicisme. En 1830, dans une série de sermons anticatholiques prêchés à New York, Beecher connectait le catholicisme et le despotisme en tant qu'ennemis de la République américaine. En 1836, des nativistes de New York publièrent le livre intitulé Awful Disclosure of Maria Monk, Les révélations horribles de Maria Monk. Le récit apocryphe, rédigé par 3 prédicateurs protestants, relatait l'histoire d'une jeune femme souffrant de troubles mentaux et déclarant avoir été témoin d'actes d'orgie et d'infanticide lorsqu'elle était au couvent. En dépit de l'hostilité et de la discrimination, ces immigrants irlandais qui étaient venus avec leurs prêtres, bâtirent leurs propres églises avec succès, et étaient persuadés qu'ils pouvaient devenir de bons Américains, sans sacrifier leurs racines religieuses et culturelles. Ils prouvèrent que l'assimilation n'était pas un processus linéaire encadré dans une culture WASP. Nous y reviendrons ultérieurement. Le catholicisme devint l'élément le plus important de l'identité des Irlandais américains. Leur activisme politique croissant leur avait permis d'entrer dans la société américaine. Rappelons que le fait d'être le premier groupe catholique à venir aux États-Unis en grand nombre, et de parler l'anglais dès leur arrivée, permit aux Irlandais de prendre les rênes de l'Église catholique dans ce nouveau pays. Le père John Hughes joua un rôle central dans le développement de la communauté irlandaise. Il arriva à New York en 1838, devenant évêque coadjuteur avec droit de succession, et fut nommé archevêque en 1842. Avec lui, un nouveau type de gouvernement épiscopal émergea dans les années suivantes. La plupart des commentateurs ont vu l'évêque John Hughes de New York comme le représentant le plus déterminé et démonstratif de la nouvelle Église catholique des immigrants. 2 incidents en particulier peuvent servir à illustrer cette affirmation. Un premier épisode qui témoigne du conflit d'interaction entre catholiques et protestants au XIXe siècle à New York fut relatif à l'éducation. En 1841, l'évêque Hughes décida de faire entrer le catholicisme en politique aux élections législatives, exhortant tous les catholiques à voter pour lui. L'archevêque Hughes demandait le droit à la liberté d'éducation religieuse pour les immigrants catholiques. Il réagissait contre la violation des droits des enfants catholiques par les écoles publiques, financées par des fonds publics qui les forçaient à lire des tracts anticatholiques en utilisant des manuels scolaires et des versions protestantes de la Bible. Alors que l'évêque Hughes avait réellement échoué dans ses tentatives de créer un parti catholique sous son contrôle, il a néanmoins, comme l'affirme Jos Casanova, réussi à évacuer l'enseignement protestant dans les écoles publiques et à imposer un système distinct de l'école paroissiale qui est devenu une force pour le développement du catholicisme en Amérique. D'autre part, il a enseigné aux immigrants à militer politiquement en bloc et leur a démontré que, normalement liés au Parti démocrate, leurs intérêts pourraient être mieux défendus. Il a changé le style de participation républicaine catholique. Un style fondé sur le modèle individuel de participation, imperceptible dans la sphère publique, et non comme groupe catholique en tant que citoyen. Un deuxième épisode qui révèle les tensions dans les relations entre catholiques et protestants concerne le Philadelphia Riots, les émeutes de Philadelphie. Hughes a été déçu par le laisser-faire de l'évêque Francis P. Kenrick de Philadelphie, lors des émeutes de mai-juillet 1844, qui avaient conduit à la destruction d'églises catholiques. En s'apercevant que ces émeutes visant les catholiques irlandais étaient le prélude d'une nouvelle attaque plus large, en particulier sur New York,
L'évêque Hugues, après une entrevue avec le maire Robert Morris, lui signifia que si une seule église catholique était brûlée à New York, la ville deviendrait un second Moscou. Il se référait là à la ville que Napoléon avait quittée en cendres en 1812. Par la suite, New York et d'autres villes à forte population d'immigrants catholiques deviendraient des puissances à ne pas négliger par les politiciens. Avant sa mort en 1864, Hugues transforma l'archidiocèse en organisant les paroisses dans lesquelles les prêtres devaient assumer des responsabilités administratives, financières et pastorales. L'archevêque Hugues développa le système scolaire paroissial. Il fonda la caisse d'épargne pour les émigrés. On y prêtait de l'argent aux catholiques qui avaient été discriminés par d'autres banques. Les organismes de service social de ce type étaient essentiels au bien-être des immigrés et assuraient leur fidélité continue à l'Église. L'Église était la principale source d'aide pour les catholiques pauvres. Tout au long du XIXe siècle, les charités privées de toutes les confessions constituaient pour beaucoup les seuls services sociaux. La ville s'était déjà limitée aux institutions fondamentales, comme les hôpitaux pour les malades et les hospices pour les pauvres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.